Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue sur Baguette et Musette, la radio de l'appartenance. Nous allons aujourd'hui vous entretenir de la figure d'un écrivain consensuel, mais ô combien intéressant, qui n'est d'autre que Sylvain Tesson. Nous nous intéresserons plus particulièrement à un de ses récents ouvrages, qui nous dresse un portrait actuel de la France rurale profonde, encore préservée de la laideur de la modernité. Sylvain Tesson, c'est cet auteur que l'on trouve à peu près dans tous les points relais de France. Vous savez, ces magasins de gare où vous passez pour tuer la demi-heure d'attente que vous avez entre deux correspondances, en touchant un peu à tout sans acheter quoi que ce soit, si ce n'est de quoi casser la croûte pour des prix parfois discutables. C'est cet auteur que l'on retrouve en livre de poche sur le présentoir dédié aux ouvrages sur le thème du voyage, une place qui ne lui est pas concédée par dépit. En effet, Sylvain Tesson, c'est le grand voyageur de notre temps, celui qui redécouvre la marche à pied dans les steppes mongoles plutôt que les grands circuits touristiques imposés. Celui qui entreprend de s'isoler 6 mois dans une cabane au fin fond de la Russie au bord du lac Baïkal en Sibérie, avec une pile de bouquins, de la vodka et du tabac, plutôt que de s'isoler 12 heures sur son écran de télévision dans un hôtel Ibis où l'on râle parce que la connexion est pourrie. Sylvain Tesson, c'est l'auteur qui nous remet en question sur notre confort, tout en nous incitant à lire ses aventures, en nous grisant de grands espaces par procuration, dans un hall de gare ou confortablement assis sur notre canapé. Alors bien évidemment que Sylvain Tesson doit être quelqu'un qui doit avoir les moyens d'entreprendre ce genre de périple, mais il a le mérite de ne pas choisir le grand luxe et d'éprouver son corps. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il touche un lectorat aussi vaste que les espaces qu'il parcourt, de l'étudiant sorti de Sciences Po se sentant citoyen du monde, en passant par la ménagère avide de dépaysement, jusqu'à l'amoureux de la France qui reconnaît en lui la figure très française de l'écrivain voyageur, amoureux de sa langue et parfois de son pays. Le livre que nous allons aborder aujourd'hui en témoigne d'ailleurs, et ce malgré ce côté parisien qu'on peut lui reconnaître. Ce livre, c'est Les Chemins Noirs, écrit par Tesson en 2016 à la suite d'une chute de 8 mètres d'un toit. C'est un appel à redécouvrir son corps, en parlant ici d'une rééducation que l'auteur fit par la marche dans la campagne plutôt que dans un centre spécialisé. Mais c'est aussi un appel à redécouvrir son pays. En effet, l'auteur témoigne ici d'une réalité. Après avoir battu toutes les routes du monde, à quoi sert-il de connaître Oulan-Bator lorsque l'on peut connaître l'Indre-et-Loire et se voir dépaysé en quelques centaines de kilomètres dans cette multitude de paysages que la France compte et que nous envient beaucoup de nations. Cet ouvrage remet ainsi beaucoup de choses en question. Pourquoi voyager en TGV à 300 km/h, une vitesse qui nous laisse à peine le temps de voir un paysage? Quel est le rapport au langage d'un citadin très extraverti et superficiel par rapport à celui d'un campagnard beaucoup plus confronté à lui-même, comme un berger seul avec son troupeau, qui n'a pas forcément le temps de nouer conversation, si ce n'est pour parler des choses qui comptent vraiment. Il y a également plusieurs passages où l'auteur se plaît à dénoncer une certaine hypocrisie de nos citadins bien pensants, anti-chasse, anti-tradition, anti-tout. Telle est cette perpétuelle remise en question du monde moderne face aux strates d'une France d'avant qui se maintient tant qu'il se peut dans les régions les plus rurales de notre pays. Tel est ce qu'on peut tirer de cette réflexion de Sylvain Tesson, allant de la vallée du Roya près de la frontière italienne jusqu'aux falaises de la Hague en Normandie. Dans ces paysages, ces chemins piétons oubliés, ces chemins noirs que la nouvelle langue républicaine a qualifiés péjorativement d'hyper-ruraux. Nous vous lirons quelques extraits qui nous ont bien plu dans cet ouvrage de 141 pages pour saisir la beauté de l'initiative de Sylvain Tesson, mais aussi celle des paysages français, ou alors pour entrevoir quelques réflexions. Ceci ayant pour but, avant tout, de vous donner l'envie de le lire, bien sûr. Ainsi peut-on lire cet extrait révélateur, page 23, qui montre que les préoccupations de la France mondialisée de Greta Thunberg ne sont pas les mêmes que celles de la France périphérique de Michel, agriculteur, 55 ans, avec ses bottes aux pieds, un calibre 12 sur l'épaule et un salaire plus que symbolique. Les choses avaient tout de même mal tourné. Les hommes s'étaient multipliés, ils avaient investi le monde, cimenté la terre, occupé les vallées, peuplé les plateaux, tué les dieux, massacré les bêtes sauvages. Ils avaient lâché sur le territoire leurs enfants par générations entières et leurs troupeaux d'herbivores génétiquement trafiqués. Un jour,
Il y a 30 ans, cheminant par les Abruzzes, le loup était revenu dans le Mercantour. Certains esprits s'étaient mis en tête de le protéger. Les bergers en avaient été furieux, car la présence du fauve les contraignait à renforcer la veille. Les amis du loup dorment au chaud dans les villes, s'étaient plaints les éleveurs. Il fallait à présent installer dans les alpages des machines imitant le coup de fusil pour protéger les herbivores des fauves rentrés chez eux. Je serais un loup, je me dirais. Le progrès, cette farce. Le voyage de Tesson en France, c'est aussi une manière de relire une histoire de France inscrite dans les paysages. Des grottes mariales dans chaque relief, des églises, des chapelles isolées, des croix au sommet des montagnes et des calvaires au croisement des routes. Parfois l'auteur endolori par les nuits à même le sol, qui ne l'effrayait guère avant sa chute de toit, se plaît à rêver le retour de certains dialogues médiévaux, où une charité bien ordonnée régnait encore, sans discours hypocrite, humaniste, toujours bon pour les autres. Ainsi pouvions-nous voir dans le temps un vagabond se faire offrir le toit et la paille en échange de son aide pour les fenaisons. Cette nostalgie des rapports informels du passé, propre à la ruralité, où il n'y avait pas besoin de documents administratifs pour réguler les interactions et le travail entre les hommes, l'amène à d'autres critiques. Il déplore cette France qui veut transformer ces zones d'hyper-ruralité, et ce qu'il restait encore de ces anciennes civilités, en zones administrées par tout un tas de législations, en zones connectées et dynamiques, contraintes de rejoindre la religion de la mobilité, au dépit de ces rares autochtones qui vivent encore dans ces localités, de manière simple et authentique. Sans pour autant s'en réjouir, car la vie peut être rude, mais sans non plus le déplorer, car le bonheur et le plaisir sont plus accessibles lorsque la vie est simple. Cette espèce de personne étant bien sûr en voie de disparition, et Tesson nous le montre à travers le spectacle d'une fête de village que l'on aura préféré organiser autour du thème Star Wars plutôt qu'autour des chansons d'antan, un spectacle que l'auteur s'empresse aussitôt de fuir. Sylvain Tesson, bien qu'il ne soit pas catholique ni chrétien, est un auteur qui ne cache pas, par ses références antiques et historiques, une certaine culture classique, qui se voit parfois chrétienne sans le vouloir. Ainsi décrit-il l'idéal de l'homme catholique, dans le monde, sans être du monde et de ses dérives, dans ces quelques lignes. Un rêve m'obsédait. J'imaginais la naissance d'un mouvement baptisé Confrérie des chemins noirs. Non content de tracer un réseau de traverses, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l'époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol, ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l'esquive. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde, ni de se manifester l'outrecuidance de le changer. Non, il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. L'évitement me paraissait le mariage de la force avec l'élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs. Ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité. Réserver ses colères. Choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements. Demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis. Se souvenir des morts chéris. S'entourer des siens. Prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage et pas uniquement étudier l'existence statistique. En somme, se détourner. Mieux encore, disparaître. Dissimule ta vie, disait Épicure dans l'une de ses maximes. En l'occurrence, c'était peu réussi, car on se souvenait de lui 2 millénaires après sa mort. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Nous voyons que ce rêve de Sylvain Tesson semblerait être le reflet du rêve de tout chrétien authentique. Retrouver le sens de la vie intérieure, du rapport aux autres, du beau, du vrai, sans pourtant fantasmer sur le passé qu'on ne vivra plus. L'écrivain, outre ses réflexions souvent très justes et très à propos sur notre monde moderne, est aussi un peintre de la langue française. Il décrit des paysages si variés, si beaux dans notre pays, qui n'est pourtant pas si vaste, qu'il nous conforte dans l'idée que la France est la nation jardin, parfois sauvage, parfois sculptée par la main humaine pendant des siècles. Elle est une véritable fresque boisée, digne des plus belles tapisseries médiévales. Avant de lire un des extraits les plus éloquents de cet ouvrage à propos de la beauté des paysages français, voici notre pause musicale. Chose si fière d'être né ici,
je suis fier d'être français, et toute ma vie je le resterai. 1, 2, 3, 4, on pense à France. Oh, 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 je suis si heureux d'être ici, car tu es le plus beau pays. On pense à France. Oh, 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 je t'aimerai toute ma vie, car t'es ma fierté et mon pays. Oh France, la France. Oh France, la France. Oh France, oh ma France. Oh France, la France. Oh France, la France. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4. Oh France, la France. Oh, oh, je suis si heureux d'être ici, car tu es le plus beau pays. Oh France, la France. Oh, oh, je t'aimerai toute ma vie, car t'es ma fierté et mon pays. Nous revenons dans cette deuxième partie d'émission avec la lecture de cette page, qui est sûrement une des plus belles du livre, mais aussi l'une des plus révélatrices du fait que parcourir aujourd'hui la campagne, la nature à l'état le plus brut possible, en menant une vie simple, tient aujourd'hui de la marginalité dans notre pays. Je gagnais du terrain vers la montagne de Lure par le plateau de Valençol. J'allais de longues heures dans un paysage de champs peignés, plantés d'arbres et de cahutes de galets. Je dis adieu au mystère des hauteurs calcaires. Je les retrouverai plus loin, vers le nord-ouest, sur la montagne de Lure. Entre les deux reliefs, il me fallait traverser un jardin de lavande et retrouver un peu de joie en moi. Pour cela, une seule solution: harasser la bête. Sur le plateau, le vent soufflait le soir, énervant, parfumé d'aventure. Les haies de ronces et de buissons fournissaient ma ration de mûres, de poires et de figues. Ces ventrées de vagabonds n'étaient pas difficiles. Il suffisait de tendre la main. Les fruits n'étaient jamais cueillis. De belles araignées noires et jaunes, des argiopes, assuraient la garde. Les temps où le peuple glanait étaient révolus. D'abord, il n'allait plus beaucoup à pied sur les chemins. En outre, la confiture chinoise acheminée en conteneurs ne coûtait pas cher à l'épicerie. Pourquoi risquer de se déchirer les mains aux épines quand l'import-export vous apportait ce que vous cherchiez? Il y avait un rapport entre la prodigalité de ces buissons et la chute du baril de pétrole sous les 30 $, me disais-je en me bleuissant la bouche. Entre Valençol et Oraison, au bord du canal de Manosque, je passai devant un campement de gitans. Quelques femmes en fichu me regardèrent, silencieuses, flanquées de mômes qui mettaient leurs poings dans la bouche. Dans les alentours du camp, les buissons étaient glanés jusqu'à l'os. Les Romano, eux, connaissaient la valeur des trésors. Je les saluai. Elles ne répondirent pas. Ces romanichels se tenaient à la marge des courants, et j'éprouvais pour eux quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Il y avait ainsi des êtres dans la France du siècle numéro 21 qui vivaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Je n'aurais rien troqué de ma vie pour manger des soupes à l'ortie dans les caravanes des gens du voyage, mais ils témoignaient d'un certain talent dans l'art de se tenir à l'écart sur leur propre zone. J'osais espérer que ma balade m'offrirait le cadeau de rencontrer les membres de ce peuple, des moines, des scouts, des gauchistes, de pauvres cloches, des glaneurs de fruits, des chercheurs de champignons, des débiles évadés de l'asile, même des poètes en marche, qui sait. Une confrérie qui se déplaçait par elle-même au lieu de se sertir dans le courant. De tels êtres en marche n'appartenaient pas aux mêmes catégories, mais ils auraient gagné à se côtoyer davantage. Sans doute avaient-ils des choses à se confier, et les forêts offraient de bons endroits pour les réunions. Les chemins noirs, comme nous venons de le voir, pointent également du doigt notre modèle de consommation, qui changea radicalement au lendemain de la guerre, et qui aujourd'hui continue encore de gagner du terrain sur des zones préservées. Ainsi Tesson dénonce la destruction des bocages pluricentenaires pour faire des parcelles de champs plus grosses, jusqu'à la conquête des espaces par les zones commerciales et industrielles. Cette France moche qui semble la même aux quatre coins du pays, avec ses grandes ZI, grillagées et bétonnées, parsemées de ronds-points et de panneaux publicitaires toujours plus grands. Si Tesson fuit ces zones, c'est bien parce qu'elles sont toutes identiques dans leur laideur. Il préfère leur faire des détours pour s'enfoncer dans les bois, quitte à se perdre, mais tout du moins fuir le bruit et l'agitation. La lecture de cet ouvrage est d'autant plus belle qu'elle est plurielle. Ainsi Tesson est rejoint au cours de sa route par des amis qui partagent son mode de vie pour un temps.
L'écrivain ne manque alors pas de retranscrire certaines de leurs discussions. Une d'entre elles est très intéressante, c'est celle avec Cédric Grasse, un autre écrivain, voyageur, amateur d'alpinisme, qui lui donne une très juste et très belle définition de la ruralité, qui nous remet tous bien à notre place et nous montre ô combien nous en sommes éloignés. Mon vieux, la ruralité que tu rabâches est un principe de vie fondé sur l'immobilité. On est rural parce que l'on reste fixé dans une unité de lieu d'où l'on accueille le monde. On ne bouge pas de son domaine. Le cadre de vie se parcourt à pied, s'embrasse de l'œil. On se nourrit de ce qui pousse dans son rayon d'action. On ne sait rien du cinéma coréen, on se contrefout des primaires américaines, mais on comprend pourquoi les champignons poussent au pied de cette souche. D'une connaissance parcellaire, on accède à l'universel. Outre ces réflexions philosophiques très intéressantes avec ses amis, Tesson est excellent pour nous permettre de nous émerveiller des choses simples auxquelles nous ne pensons pas tous les jours, comme cette fracture en France entre le sud, terre de calcaire, d'oliviers, de tuiles romaines, et le nord, terre de granit, où les châtaigniers et l'ardoise tiennent la place. Il y a, selon sa magnifique expression pour décrire cette frontière, un changement d'héraldique. De la même manière, il nous fait voir des frontières et des divisions au sein de la ruralité que nous autres citadins oublions, comme celle entre, par exemple, les grands exploitants agricoles et les quelques paysans d'autrefois qui se maintiennent, les gens du pays littéralement, avec leurs troupeaux et leurs champs plus réduits. En bref, ce livre est un très beau condensé de ce qu'il reste encore d'authentique en France sur ces chemins noirs, de ce qu'il reste à conserver et de ce qu'il faut changer dans notre mode de vie, même si le monde fait en sorte, ne soyons pas hypocrites, qu'il soit beaucoup plus facile d'aller au supermarché que de privilégier un petit producteur enraciné. Tout du moins, le Covid-19 nous aura enfin permis d'avoir, quel miracle, des produits français dans nos supermarchés. Nous vous invitons bien évidemment à vous procurer ce magnifique ouvrage, qui est très facile à lire par sa taille et par ses prises en main, et nous conclurons en lisant cette très belle page qui résume parfaitement quelle devrait être la position de tout Français qui n'est pas catholique, mais qui tient tout de même à préserver son pays de sa destruction. Je m'arrêtai vers midi au calvaire, à leurs pieds, à leur ombre. Je me livrai à ces exercices d'assouplissement que les kinésithérapeutes appelaient la position du mahométan, consistant à allonger les muscles du dos en se prosternant assis sur les talons. La densité des croix augmentait en ces plateaux. En ville, les admirateurs de Robespierre appelaient à une extension radicale de la laïcité. Certains avaient milité pour la disparition des crèches de Noël dans les espaces publics. Ces esprits forts me fascinaient. Savaient-ils que les croix coiffaient des centaines de sommets de France, que des calvaires cloutaient des milliers de carrefours? Dans les forêts, dans le creux de certains troncs, au fond des grottes même, des statuettes de saints voisinaient avec les araignées nocturnes. Il arrivait aux alpinistes d'attacher leurs cordes à des vierges de plomb scellées dans le granit pour descendre en rappel du sommet des aiguilles. Par chance, les adorateurs de la raison étaient trop occupés à lire Ravachol pour monter sur les montagnes avec un pied de biche. Si j'affectionnais ces ferblanteries de la foi, ce n'était pas tellement que je crusse dans la fable morose d'un Dieu unique, ni que je regrettasse le pouvoir des curés. Mais je n'aimais pas qu'on s'en prenne à ce qui était debout. En outre, parmi tous les symboles inventés par l'homme pour illustrer ses contes, je ne trouvais pas que la croix et les vierges de grands chemins fussent les pires. Il ne fallait pas s'échiner à déraciner les choses si l'on n'avait rien à replanter à la place. C'était un principe que le moindre agent de l'Office national des forêts aurait appliqué savamment à un agnostique. Merci à tous pour votre écoute. C'était Corsac pour Baguette et Musette. À très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.